ton cas, c'est Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme à l'eau qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et comme ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon âme me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une familité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Moi sur nous comme de la piste faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais il y a un chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-goutous. Dans un peu de pouvoir et il te traite comme mon glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon propre pôle, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, là, un chat, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les charmes, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Il existe un meilleur moyen d'éviter le stress des réclamations en cas d'accident. Les centres auto TD Assurance, experts en sinistres, réparation et location. Le tout sous un même toit. TD Assurance, prêt pour l'avenir, prêt pour vous. Inflating our mattresses is a breeze with each of our different pump types. The standard built-in. Bonsoir tout le monde.
sur le site, y a-t-il des personnes qui ont des titres fonciers qui ont été indemnisées? Aucun propriétaire n'a été indemnisé, je le dis haut et fort. Alors, monsieur, bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à regarder à nouveau cette émission. C'est Carte sur Table, 21h, 23h sur STV. Évidemment, nous sommes en direct depuis Douala, un seul titre, un seul thème ce soir. Dicolo, dégager les responsabilités, procéder aux réparations. Vous le savez, depuis le 14 mai 2022, 63 familles de cette petite localité située à Bali, au cœur de la ville de Douala, sont à la Belle Étoile suite à un déguerpissement fait par des autorités à la faveur d'un contrat, d'une convention pour la construction d'un hôtel. Depuis, beaucoup d'eau et d'eau coule, les gens parlent, des choses se disent, souvent pas toujours réelles, parfois des vérités aussi. Ce soir, nous allons essayer peut-être de parcourir les faits pour davantage étayer la connaissance de nos téléspectateurs que vous êtes, mais surtout qui s'est peut-être proposer des voies de sortie, des solutions pour satisfaire déjà les familles qui, jusqu'à présent, pour certaines, n'ont toujours pas retrouvé de toit, mais aussi peut-être les autres parties prenantes de cette affaire. Il est donc question de comprendre exactement ce qui se passe à Dicolo et surtout envisager l'avenir. Parmi le panel ce soir, un représentant de famille de victimes, c'est Patrick Moudissabel. Il fait partie évidemment de ces personnes victimes qui ont été déguerpies. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. Merci infiniment d'être là ce soir. Merci aussi de m'avoir invité ici. J'ai envie de vous souhaiter beaucoup de courage à l'entame de l'émission. Merci. Dans la diagonale, on aura Mathurin Biol. Bonsoir. Bonsoir, Dr Tongor. Bonsoir, mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Et bonsoir également aux militants du Social Democratic Front qui sont à la veille, n'est-ce pas, qui sont en train de préparer l'anniversaire, le 42e anniversaire de notre parti. Tu es RDPC. Pardon, du SDF. En fait, je voulais introduire Hervé-Emmanuel Coquet juste à côté de vous. Bonsoir, Hervé-Emmanuel. Merci, Michael Zambo. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Carte sur Table. Bonsoir aux panélistes. Et puisque vous avez ramené le SDF comme organe de base du RDPC, je crois qu'il y a une heure qui est déjà remerciée. Donc, nous ne sommes pas concernés par cette transhumance et mutation. Vous ne laissez rien passer, Hervé. Non, je ne peux pas laisser passer. Marie Rose Tomodoa, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment également d'être là. Merci de m'avoir convié et merci au SDF qui a jugé utile de manifester son patriotisme et sa conviction que le Cameroun, qui est un et indivisible, a du sens. J'avoue que j'invitais moins la militante ce soir, il faut le dire. Ah d'accord, bon je me ravise, mais quand même les félicitations, personne ne dit non. Non, non, ça ne vous enlève pas votre casquette de voilà. militante, de politique. Mais je voudrais le préciser, hein, loin de nous ce soir forcément de sortir légèrement des il n'est pas forcément question de faire un débat contradictoire dans le sens propre du terme. On va certainement, chacun apportera son argument, mais c'est davantage pour, je l'ai dit à l'entame, comprendre exactement ce qui se passe. De moment à l'autre, d'ici certainement 21h30 ou légèrement plus ou moins, on aura en compagnie du panel ici présent, on aura le docteur Christophe Fomonio, qui lui également a quand même une expérience au-delà de nos frontières, qui a vécu souvent ce genre de situation dans d'autres pays, avec lui on va partager certainement cette expérience, voir comment ailleurs ce genre de conflit s'est résolu et qui sait peut-être on pourrait s'en inspirer, et du haut de son expertise également, et explorer quelques pistes. Mais avant, je voudrais prendre la première transition et puis rentrer. Voilà, on va avoir la transition, puis on va Hervé-Emmanuel. Une actualité quand même qu'on ne peut pas passer, on aurait pu tout faire tout un débat là-dessus, mais on va le dire, hein, pas forcément pour un débat. Où se trouve ce soir Cyril Senghor, le directeur général du port autonome de Douala? Je pense que dans un état de droit, il se trouve dans ses responsabilités, dans son bureau, et chez lui. Moi, je suis un peu estomaqué parce que
C'est incroyable, le Cameroun est merveilleux ces temps-ci. Après avoir sorti de tout ce que nous ont fait en cours sur les investissements dans les mines, là maintenant on est dans un autre buzz, tout ça, un chef d'entreprise, M. Cyril Senghor, dont je ne suis pas le porte-parole, a agi comme directeur général du PAD. D'accord? Vous allez refaire le procès. Je peux le faire, parce que si la vérité est que c'est de ce procès-là que sort tout ce qu'on entend, c'est quand même curiosité judiciaire. On est là en pleine sécurité judiciaire. M. Cyril Senghor prend les décisions en tant que directeur général du port autonome de Douala et ne peut être poursuivi qu'en tant que directeur général du port autonome de Douala. Donc je n'ai pas à mettre en cause ce que vous présentez comme des décisions de justice, mais on ne peut pas pénaliser un tutu personnel, une personne qui a pris des décisions escalité. Ça n'existe dans aucun système judiciaire moderne. Donc, tout ce que j'entends là pour moi, ce sont des... Bon, parce que, justement, c'est un débat qui a cours actuellement. Une polémique, ben, on va concerner. Ouais. Oui, passé. Ah, monsieur, bonsoir. les populations qui vivent. C'est incroyable, le Cameroun est merveilleux ces temps-ci. Après avoir sorti de tout ce que nous ont fait en cours sur les investissements dans les mines, là maintenant on est dans un autre buzz, tout ça, un chef d'entreprise, M. Cyril Senghor, dont je ne suis pas le porte-parole, a agi comme directeur général du PAD. D'accord? Vous allez refaire le procès. Je peux le faire, parce que si la vérité est que c'est de ce procès-là que sort tout ce qu'on entend, c'est quand même curiosité judiciaire. On est là en pleine sécurité judiciaire. M. Cyril Senghor prend les décisions en tant que directeur général du port autonome de Douala et il ne peut être poursuivi qu'en tant que directeur général du port autonome de Douala. Donc je n'ai pas à mettre en cause ce que vous présentez comme des décisions de justice, mais on ne peut pas pénaliser un tutu personnel, une personne qui a pris des décisions escalité. Ça n'existe dans aucun système judiciaire moderne. Donc, tout ce que j'entends là pour moi, ce sont des élucubrations inacceptables, parce qu'un directeur général qui prend une décision en tant que directeur général peut ne pas être suivi ou peut être condamné en tant que directeur général, mais ce n'est pas une affaire personnelle. Donc, c'est l'entreprise qui paye, et si son mandataire principal, qui se trouve être son actionnaire, l'État, estime que c'était une mauvaise décision, ben elle le vire. D'accord? Et on ne peut pas rentrer dans un truc où... Et j'apprends là qu'il y aurait des souterrains à l'aéroport de Douala où vous allez faire pipi et vous disparaissez. C'est du n'importe quoi. Je pense que là, on est dans le même contexte des buzz de l'imposture qui sont simplement pour objectif de créer des troubles à l'ordre public. Moi, je ne vais pas entrer dans les méandres sur ça. M. Cyril Senghor a pris une décision, juste ou pas juste, vis-à-vis d'un locataire du PAD,
Et le tribunal a pris la décision qu'il a prise. D'accord? On est dans un état de droit. Ça suit comme ça. Et ce n'est pas M. Suzumbo qui allait mettre la main dans le poche d'un Libanais qui ne paye pas ses loyers. Il faut être sérieux quand même. À un moment donné, il faut arrêter. Ça décourage tous ceux qui veulent servir ce pays en étant en sécurité et tout ça. C'est inacceptable. Je connais juste votre avis en passant. Merci Yves. On va prendre la transition et puis on rentre dans le débat de ce soir. Venons donc au débat, au thème de la soirée. Dicolo, dégager les responsabilités, procéder aux réparations, mais peut-être pour mieux comprendre la problématique, on va commencer avec vous, hein, Patrick. Vous nous donnez peut-être un certain nombre d'indications. D'abord, vous dites que vous faites partie des familles propriétaires. Est-ce que vous avez des éléments qui justifient ces propriétés-là? Je veux dire que certains disent qu'ils ont un titre foncier, ils ne comprennent pas comment on en est à rêver à être dépossédés de leur terre. D'accord. Déjà, je vais essayer de vous retracer l'historique de Dicolo. D'accord, votre caméra. Parce que Dicolo c'est, on va dire, 300 années d'histoire. Après le Boulanger administratif actuel, les populations de Dicolo, venant de Boulanger ont été rabattues du côté de Bali. Bali, normalement, son nom traditionnel, c'est Bona Mandolé. Au départ, c'était un marché où on vendait des bœufs. Et les bœufs venaient de la région du nord-ouest qui s'appelle Bali. C'est comme ça que le nom prend, le quartier prend le nom Bali. Au départ, c'est Bona Mandolé. Alors, on parle des familles qui sont installées depuis 200 ans, 300 ans, notamment la famille Bell. D'accord. Parce que, si vous remarquez bien, cette circonscription, depuis le Parc des Princes jusqu'à l'école Notre-Dame, et quand vous remontez un peu plus loin du côté de la pharmacie de la Côte, ainsi de suite, c'est la famille Bell qui est installée. Alors, Dicolo, c'est une bande précise de à peu près 4 hectares. 4 hectares de terrain. Et les populations qui y vivent en tant que propriétaires. Quand je dis propriétaires, actuellement, chez Dicolo, il y a 12 titres fonciers en bonne et due forme. Il y a 28 attestations coutumières. Il y a 5 CCP, attestations de dépôt. Donc, globalement, c'est 45 familles qui sont installées en bonne et due forme. C'est vrai qu'à côté de cela, puisque lorsque vous regardez dans le contrebas, il y avait l'ancien régifère Cam et les populations qui se sont installées là de façon, on va dire, pas anarchique, mais spontanée, puisque quand on enlève le rail et que la route passe, il y en a qui sont délocalisés du côté de IPD et d'autres qui restent là. Donc, il faut faire dans ce distinguo entre ces personnes qui sont sur cette bande, en contrebas, et ceux maintenant qui sont vers le haut, parce que, en réalité, l'avenue de la BCT, qui passe par là, va du rond-point Marché des Fleurs, jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'au rond-point de la douane. C'est un peu cet axe-là qu'on appelle l'ancienne gare, effectivement, qu'on appelle la BCT. Alors, par abus de langage, on appelle tout ça la BCT, mais en réalité, là où aujourd'hui il y a ce projet de déguerpissement, s'appelle Dicolo. Et quand on parle précisément du coin qu'on appelle la BCT, c'est de l'autre côté du pont. C'est-à-dire du côté de là où il y a le Star, la Brigade, ainsi de suite. Là où il y avait l'ancienne gare. Donc du coup, déjà, il y a une petite confusion sur le site exact de la DUP en question. Déclaration d'utilité publique. Donc, pour répondre à votre question, nous avons des titres de propriété. Nous sommes des autochtones, comme on dit. C'est le village des Douanes, Dicolo. D'accord. Alors, à partir de quel moment vous commencez à
je ne vais pas dire être inquiété, mais vous prenez connaissance de la problématique qui a abouti à ce qu'on a vécu le 14 mai. D'accord, alors c'est une longue péripétie parce que je vais vous dire, tout commence réellement, d'abord en 1995. D'accord. 1995, oui. Pas 2015. Non, 1995. D'accord. Parce que 1995, je vais vous dire, cet espace a connu 3 DUP. 3. Oui, dans les autres. Déjà, lors du passage de la rue, il y a eu une DUP qui a été appliquée sur l'espace, qui a été réduite. C'est vrai, après la régie Faircam, il y a eu cette DUP qui a fait passer la route. La deuxième DUP tombe en 2015. En 2015, c'est là où tous les problèmes des Gaulois arrivent. Et ces problèmes arrivent par une personne qui est un promoteur, un homme d'affaires, qui est arrivé et qui a sollicité avoir un terrain à Douala, où il voulait implanter un hôtel international. À l'époque, au départ, il s'agissait de l'hôtel Hilton. Le projet Hilton, lorsqu'il est arrivé, il y a eu une première DUP. Je vais vous la lire. Alors, en 2015, comme je disais, sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un hôtel Hilton de Douala sur une dépendance des domaines national et public d'une contenance superficielle de 4 hectares, 7 arts, 32 centidards. Vous voyez, au départ, on parle de 4 hectares. Ça veut dire qu'ils prenaient toute l'assiette. Il y avait déjà l'hôtel Djega qui s'était implanté à l'extrémité de cet espace-là. Alors, il voulait accoler, c'est-à-dire que son hôtel à partir de l'hôtel Djega, et vous prolongez jusqu'à la limite du domicile de l'ancien directeur général de SADC. Donc c'est comme ça qu'était entrevue la première DUP. C'est-à-dire que c'est juste avant, l'ancien directeur général, c'est juste avant le Parc des Princes. Juste avant le Parc des Princes. Au niveau des logements solaires, Tout à fait, tout à fait. Donc c'est comme ça qu'étaient un peu les velléités à cette époque. Alors, il y a eu une séance de travail que ce promoteur a effectuée avec la communauté urbaine de Douala à l'époque de l'ancien délégué Tonet Frise. Lorsque il a sollicité ce terrain, il était question d'abord d'implanter cet hôtel du côté justement de la gare. C'était l'objet d'un titre foncier numéro 14 440 /W sur cet espace. Et il se trouve que c'est exactement le même lieu où aujourd'hui vous avez le siège du Ngondo. Oui. Et parallèlement, donc, il y avait le projet de cet hôtel et en même temps, il y avait le projet de la construction du siège du Ngondo. Qu'est-ce qui se passe finalement? L'État décide plutôt de privilégier le Ngondo. En même temps, qu'est-ce qui se passe après? C'est que lors de leur visite du site, il lui est présenté cet espace-là. Et quand il voyait cet espace, il voyait juste la bande dont je vous ai parlé en contrebas. D'accord. Parce que, évidemment, l'ancien délégué du gouvernement, Tonet Frise, Douala de son état, savait très bien qu'il y a des familles autochtones qui ne sont pas installées là au hasard, elles ont des titres de propriété. Alors, c'est comme ça qu'il s'intéresse donc à cette bande-là. En voyant cette bande, c'est le contrebas qu'il voyait, où il y avait les anciens cheminots de la régie Faircam. Plus tard, lorsque la commission technique descend sur le terrain, ils commettent justement l'erreur de faire des relevés topographiques qui vont jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'à chez les Bolandoumbé. Les Bolandoumbé, c'est une famille de Bonadjo. Voilà, les Bolandoumbé dont je fais partie. Donc ils arrivent jusqu'à chez les Bolandoumbé
Et ici, c'est ce qu'on crée toute cette zone-là. Ce qui amène donc cet espace à 4 hectares. Il prolonge en largeur, jusque-là, je vous ai dit, à la limite du domicile du directeur général, l'ancien directeur général de SABC. À ce moment-là, le chef Jean-Yves Bongo, ça faisait 3 ans, je pense, qu'il venait de succéder à son père. C'était le premier dossier chaud qu'il a eu à gérer. Il s'est opposé. C'est-à-dire que parce qu'on en est arrivé au point où ils étaient venus casser. Le roi Jean-Yves Bongo s'est opposé. Il s'était même dressé contre les engins et il a dit, ok, écrasez-moi, je préfère que vous m'écrasiez. C'est comme ça qu'à la longue, au fil des recours à la chambre administrative, recours gracieux auprès du Premier ministre, recours auprès du gouverneur, du préfet et tout ça, là, toutes les formalités administratives, la DUP a été annulée. Ça, c'était la deuxième DUP parce que je vais parler de 3 DUP. Plus tard, le même promoteur, la même personne, il revient en 2018 avec une autre DUP encore. Cette fois, la DUP en question, je vais vous la lire. Voilà. Sont déclarés d'utilité publique les travaux. Je vais vous dire déjà le numéro arrêté, c'est un décret. C'est un décret qui amenait un arrêté qui amenait au décret de DUP. Le décret numéro 001044 du 18 août 2018. Où on dit, sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation des projets structurants sur les terrains d'une superficie totale de 2 hectares, 3 arts, 34 hectares, dans le département du Vaury, région du littoral dont les limites sont définies par les coordonnées cadastrales. Alors, à ce moment-là, à la deuxième DUP, il revient avec le projet d'un autre hôtel. On n'est plus au Hilton. Maintenant, il vient avec le projet d'un hôtel, la chaîne des hôtels Yacht. Yacht, c'est H-Y-A-T-T. C'est aussi une autre chaîne d'hôtels. Effectivement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la même personne revient. Sollicite toujours le même espace. Mais sauf que, remarquez bien, on passe de 4 hectares au départ, on en arrive à 2 hectares. En 2018, donc, tout est fait de la même manière. Toutes les démarches administratives, tout le lobbying politique qu'il fallait et toutes les manifestations populaires ont amené à faire fondre ce projet. Le Premier ministre a, une fois de plus, annulé le décret. Alors, plus tard, en 2019-2020, on en arrive donc au décret qui aujourd'hui nous amène à la destruction de Dikolo. Le fameux décret qui est d'abord appuyé par un arrêté du 14 mars 2019, sont déclarés d'utilité publique. Regardez bien, c'est à dessein que je suis en train de dire un peu ça, parce que vous allez observer les incohérences dans tout ça. Sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation des projets hôteliers sur des terrains d'une superficie totale de 4 hectares, 5 arts, 32 centi-arts. On parle de 4 hectares au départ. On arrive à 2 hectares. On revient encore à 4 hectares. Et ça, c'est l'arrêté. Ça, c'est l'arrêté. Le décret lui-même, découlant de cet arrêté, en 2020, nous parle de 2 hectares. Je vais retrouver ça. Nous parle de 2 hectares, du moins. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que
nous avons un individu. On se demande quelle est cette liaison intime qu'il a avec l'administration, de façon à ce qu'on réserve carrément une bande de terrain pour lui. Et à chaque fois qu'il fait un essai, ça ne marche pas, il revient, il retrouve ses mêmes copains, il fait une nouvelle tentative, jusqu'à ce que, en 2020, donc, le dernier décret nous amène aujourd'hui en 2022 à la casse. Alors, l'astuce qu'ils ont trouvée en 2020, c'est que le décret d'expropriation, oui, parle en même temps du DUP, mais introduit cet espace dans le domaine privé de l'État. D'une pierre, ils font deux coups. Ce qui fait que, puisque les DUP ont une validité de 2 ans, en janvier 2022, la DUP était expirée. Mais il reste que le domaine est introduit dans le domaine privé de l'État. D'accord, merci. Tout à fait. Bon, pour finir, cet après-midi, il y avait une réunion au niveau de la préfecture, convoquée par le préfet, qui devait être présidée par le deuxième adjoint. Vous y étiez? Non, nous n'y étions pas. Non. Il n'est pas question d'y aller. Nous ne sommes pas concernés. Comment ça? Nous ne sommes pas concernés, d'autant plus que les personnes qu'on a convoquées, c'est des personnes qui sont concernées par le décret en question. Mais nous ne sommes pas concernés parce que le décret parle d'un titre foncier numéro 750. D'accord. D'accord. Et le titre foncier numéro 750 n'existe pas à Bali. Sur le site, y a-t-il des personnes qui ont des titres fonciers qui ont été indemnisées? Aucun propriétaire n'a été indemnisé, je le dis haut et fort, parce que justement c'est un débat qui a cours actuellement. Une polémique, on va dire, qui est née d'un vulgaire lanceur d'alerte. On ne sait pourquoi. Il s'est lancé dans une campagne de dénigrement des nobles populations de Bonanjor. Et voilà, nous n'acceptons pas que notre honneur soit aussi sali. Personne, par honneur, par fidélité et par amour de notre village. Mais qui sont ceux dont on dit qu'ils ont pris de l'argent? Ce ne sont que des locataires. Comment ça se fait? Oui, alors, vous savez qu'il y a une commission d'évaluation qui descend sur le terrain. Déjà, cette commission a été tellement biaisée. Il n'y a jamais eu de rapport d'ailleurs de cette commission parce que les représentants de la commission, les personnes membres naturels de la commission comme le chef du canton Bel n'a jamais pris part. Nos députés n'y ont jamais pris part. Le travail a été fait à la volée et a été bâclé. Ils descendaient sur le terrain, ils passaient de maison en maison pour relever des noms. Locataires ou propriétaires, ils prenaient d'un nom, ils regardaient le domicile, ils évaluaient et puis mettaient des montants. Lorsque vous jetez un coup d'œil en l'article 3 du décret numéro 2020/004/PM, qui justement portant sur expropriation de Dicolo, en article 3, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes qui ont été listées, il y a des noms à consonance, on va dire, pas étrangère, mais à consonance d'autres régions. Et lorsque vous regardez les sommes, les montants qui sont proposés, vous vous demandez, vous vous posez la question à quoi ça correspond exactement. À titre d'exemple, Pour terminer, hein. Oui, pour terminer, à titre d'exemple, chez les Moudissabel, nous avons 3000 mètres carrés sur les lieux, et il nous est proposé de nous payer 5 millions de francs CFA. N'est-ce pas ridicule? D'accord. La mercuriale, bon, on peut en reparler. Marie, je disais qu'à mercuriale, à ce niveau, c'est sensiblement. La mercuriale avoisine les 250 000 francs. Mais maintenant, dans les négociations, ça monte jusqu'à 1 million de francs CFA. D'accord. Il y avait des temps, sur ces endroits, on parle quand même des
une forme de richesse ancestrale sur le site. Oui. D'accord. Effectivement, il y avait des temples. D'accord. Merci, merci pour cet exposé qui va nous permettre effectivement. Je vous d'abord dire bonsoir à Christophe Omogno, s'il est déjà en ligne. Bonsoir Christophe. Oui, je peux recevoir. Merci infiniment de votre disponibilité. On a pris cette première partie pour essayer d'écouter l'un des représentants, Patrick Moudi-Sabel, des familles victimes. C'était pour nous mettre en plein dans le bain de l'actualité. Avec vous, tout à l'heure, vous allez suivre les débats en même temps que nous. On va essayer d'avoir l'expérience peut-être des autres pays, comment ces situations-là sont gérées, et puis l'expertise que vous avez en la matière. Merci infiniment d'être là. Alors peut-être une réaction d'abord d'entrée, Mathurin, sur l'exposé qu'on vient d'écouter. Ouais, je suis vraiment choqué. Une fois de plus, bonsoir tout le monde. Lorsque moi je parle ici, les gens me disent, Abdel, les gens me disent, Abdel, non, c'est que, demande de Dieu, réveillez-vous, s'il vous plaît. Je vous dis, réveillez-vous, s'il vous plaît. Comprenez ce qui est en train de se passer. Domaine d'utilité publique. Ok. Lorsque un État décide de prendre un terrain dans une localité pour transformer ce terrain en domaine d'utilité publique, cet État va dire décret numéro à compter de les titres fonciers numéro sont déclarés reversés au domaine d'utilité publique. C'est-à-dire, parce que cet État sait qu'une seule parcelle de terre a droit à un titre foncier, pas deux. Je dis bien un. Parce que le titre foncier est comme l'acte de naissance d'une parcelle vu de l'administration. Regardez avec quelle gymnastique. Lorsque je parle des fonctionnaires, les gens ne comprennent pas pourquoi ils parlent des fonctionnaires. Regardez avec quelle facilité. Ce sont des incompétents. Quand je parle tous les jours des incompétents de l'administration camerounaise, les gens me disent que non. Vous ne pouvez pas. Je dis bien, vous ne pouvez pas prendre les terres qui ont des titres fonciers délivrés par vous, État, lorsque vous voulez les transformer, prendre ce terrain, le transformer en domaine public de l'État pour l'investissement d'un projet structurant, vous refabriquez un titre foncier sur les titres fonciers. Ça veut dire que l'État n'existe plus. Ça, c'est un. Deux, vous allez remarquer une autre chose. Lorsqu'il s'agit de construire un hôtel, l'État va dire, je déclare ce terrain domaine d'utilité publique. Je vous pose la question.
est-ce que vous avez déjà vu où, au Cameroun, où l'État a déclaré un domaine d'utilité publique pour recaser les gens qu'on a enlevés sur un terrain A pour les mettre sur un terrain B? Mais l'État vous dit, nous allons les dédommager. Lorsque tu entres dans les documents qui régissent le dédommagement, tu comprends que le dédommagement est en dessous de l'investissement. Ça ne te permet même pas de construire une maison. Tu peux construire une maison à Douala sur un terrain que tu prends un terrain de 3000 mètres carrés. L'État te propose de prendre 4 millions. À Douala, un gagne à Douala, à Bali, à Dikolo, pour construire une maison avec 4 millions. Est-ce que vous voyez le mécanisme? C'est-à-dire, c'est là où tu te rends compte. L'État, avant de déclarer un terrain domaine d'utilité publique, doit se rassurer. Parce que si cet État est là pour protéger les citoyens, doit d'abord se rassurer. Est-ce que les gens là y habitent? Avant de sortir le décret, cet État identifie les gens. Cet État décrète encore un autre territoire, un autre terrain, domaine d'utilité publique pour reloger les gens qui sont enlevés de là-bas. Non? Cet État vous abandonne. Vous savez pourquoi cet État vous abandonne? Cet État vous abandonne parce que c'est là où ça... Je remonte au premier sujet qui dit un peuple soumis et un peuple résistant. Je parle de ce sujet. Je parle de Dikolo Bali pour remonter, pour vous faire comprendre c'est quoi un peuple soumis et c'est quoi un peuple résistant. Je vais donc vous renvoyer la question. Est-ce que l'État du Cameroun peut aller à Rebouba déclarer un terrain de domaine d'utilité publique? Est-ce que l'État du Cameroun peut aller à Bafoussam, à la chefferie Bafoussam? Parce que la chefferie Bafoussam que vous voyez là, c'est les familles. Je prends juste un exemple. La famille Lemgo à Bafoussam. Est-ce que l'État du Cameroun peut aller dans la famille Lemgo à Bafoussam? Déclarer que là où est installée la famille Lemgo, on déclare sa utilité publique? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au Cameroun, retenez qu'il y a deux genres de peuples. Deux. L'État du Cameroun ne pourra jamais prendre ses pieds, aller à Bamenda, à Foncha-Kwacha. Écoutez-moi. L'État du Cameroun ne pourra jamais aller à Bamenda, aller à Foncha-Kwacha. Aller à Foncha-Kwacha, rester tranquille et déclarer que nous déclarons Foncha-Kwacha en tant que domaine d'utilité publique. Donc une partie de la chefferie de Angofor, cet État du Cameroun, jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a deux peuples au Cameroun. Vous avez un peuple soumis. Il y a un autre peuple résistant. Et le peuple résistant est prêt à faire voler
peuple soumis. Écoutez-moi, hein. Je parle de choses là, écoutez-moi. Ça va vous aider demain. Il faut que tu saches que si tu es ressortissant de cette région, tu fais partie des peuples soumis. Si quelqu'un sait qu'il est ressortissant de la région du centre, sache que tu fais partie des peuples soumis. Pour que tu comprennes d'où ça vient, on dit que tu fais partie des peuples soumis. Toutes les chefferies de cette zone, je dis bien toutes les chefferies ancestrales de cette zone, de tous les peuples qui sont dans cette zone, ont été abandonnés. Les Bafia, allez à Bafia, en face de la mairie, la chefferie est en ruine. Allez chez les Yamassa, la chefferie est en ruine. Allez chez les Banen, la chefferie est en ruine. Allez chez les Sanaga, la chefferie est en ruine. Allez chez les Etoni, la chefferie est en ruine. Allez chez les Manguissa, la chefferie est en ruine. Allez chez les Boulou, la chefferie est en ruine. Allez chez les Zewondo, la chefferie est en ruine. Ce sont les peuples soumis. Je dis bien les peuples soumis. Si tu es ressortissant de la région du Sud, tu fais partie des peuples soumis. Chez vous, l'État peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Si tu es ressortissant du littoral, tu fais partie des peuples soumis. L'État fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Si tu es ressortissant de la région de l'Est Cameroun, tu fais partie des peuples soumis. Mais écoutez-moi bien. Si tu fais partie de la région septentrionale, tu fais partie des peuples résistants. Et je vais vous dire pourquoi ils sont résistants. Si, je dis bien, si tu fais partie de la région septentrionale du Cameroun, c'est-à-dire les trois régions, d'abord nord, extrême nord. Si tu fais partie des trois régions des montagnes, ça veut dire ouest, nord-ouest, sud, sud-ouest, ce sont les peuples résistants et je vous explique. Écoutez-moi. Parce que lorsque vous voyez ces choses, pour vous ne comprenez pas pourquoi on agit comme ça. Lorsque quelqu'un se lève, il dit, je préfère mourir pour ma chefferie. Vous allez observer une chose. Les 6 régions que je viens de vous citer, qui sont les peuples résistants, ont une particularité. Même si le chef la priorité est d'abord donnée à la chefferie. Je dis bien, même s'il est chef et qu'il est fonctionnaire, la priorité est d'abord à la chefferie. Je vous ai lu un document ici qui représentait les actionnaires, les gens qui ont des actions au sein de la société corporative du Cameroun, qui est enregistrée à Washington. Vous allez bien constater que les peuples des montagnes, les peuples des montagnes font partie. Maintenant,
Observez. Quand tu te mets à regarder le comportement de toutes ces populations de la zone des 4 régions soumises, un peuple soumis, c'est le genre de peuple qui appelle au secours l'État. Vraiment, l'État ne fait rien, l'État ne fait rien. Un peuple soumis est celui qui te parle de la démocratie. Un peuple soumis est celui qui te parle des droits de l'homme. Un peuple soumis est celui qui n'a pas de religion, celui qui est transformé par la religion. Un peuple soumis, c'est celui qui croit à la doctrine de l'oppresseur. Ça, c'est la caractéristique des peuples soumis. Un peuple résistant. Il ne croit jamais à la doctrine de l'oppresseur. Lorsqu'il utilise la doctrine de l'oppresseur, c'est pour son intérêt. Lorsqu'il prend une position et il s'appuie sur la philosophie, la doctrine de l'oppresseur, c'est pour son intérêt. Dès qu'il a son intérêt, et que cette même doctrine, il voit que cette même doctrine pourrait être appliquée à lui, il s'oppose. Je vous prends un seul exemple. Quand Grace Deka va chanter en France, quand Grace Deka va chanter en France, elle s'agenouille pour dire je demande pardon. Quand Caresse Photo chante en France, elle ne demande pas pardon. C'est ça qu'on appelle peuple résistant. Quand Caresse Fosso va au village, elle entre dans la case où se trouvent ses ancêtres. Elle verse l'huile, elle met le macabo à côté, elle prie ses ancêtres, elle sort de là. Quand elle entre à l'église, c'est pour faire le folklore, c'est pour qu'on dise que moi aussi je suis entré à l'église. Elle ne croit pas à tout ce qu'on dit à l'église. Pour elle, ça n'existe pas. Un autre exemple, en dehors du Cameroun, je vous montre les peuples résistants. Lorsque tu prends les peuples d'Asie, le Vietnam est un peuple résistant. La Corée du Nord est un peuple résistant. Les talibans en Afghanistan, c'est un peuple résistant. Les Pashtuns, les Pakistanais, peuple résistant. Les chiites de l'Iran, peuple résistant. Regardez une chose. Les gens ne comprennent pas pourquoi on a inféodé la religion des Arabes avec le terrorisme. Parce que depuis la nuit des temps, l'oppresseur veut dominer les Arabes. Depuis la nuit des temps, l'oppresseur veut dominer les Arabes. Mais les Arabes ont leur conviction religieuse qui est différente des convictions religieuses de l'oppresseur. Alors, ils ont changé de fusil d'épaule. Ils ont dit, nous allons, comme on a utilisé la violence, ils ne se soumettent pas. On va utiliser une autre tactique.
la tactique du luxe. Nous allons leur donner du luxe. Ouais, Ndom Pierre, je ne sais pas ce que tu entends par résistant. Tu es hors sujet. Le Bassa est un peuple soumis. Et tu veux que je te parle, en réalité de quoi et comment on fait pour reconnaître un peuple soumis. Je te rappelle, bien donc, on a négocié avec les Bamileke. Négocié. Je ne sais pas d'où vous venez. On a négocié avec les Bamileke. Négocié. Cette négociation a abouti au fait qu'on a déplacé la capitale régionale de Tchang à Bafoussam. Je ne sais pas d'où vous sortez souvent. Votre âge même là, vous savez souvent à quoi. Même l'histoire hier est là. L'histoire hier est là, vous ne connaissez pas. Un pied. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez faire quoi avec vos enfants et vos petits-enfants? Vous allez les mentir? Oh, vraiment de tuer. Vous allez vous rendre compte que les peuples qui résistent ont un caractère. Il sait que tu es fort, mais il décide qu'il va te combattre parce qu'il est sûr. Parce qu'il est sûr qu'il te gagnera sur la durée. Parce que tu n'es pas chez toi, il est chez lui. Jules Monoboulou, tu ne peux pas comprendre pourquoi ils ont négocié. Parce que le colon avait juste un seul but. Créer un espace qu'il va appeler État pour pouvoir l'exploiter. Or, il y avait la résistance de Bamileke qui empêchait d'exploiter l'espace. Or, de notre côté, il y avait la pression du président américain qui mettait la pression à De Gaulle. Que monsieur, vous décolonisez. Vous ne décolonisez pas, vous n'aurez pas de place au Conseil de sécurité. De Gaulle était donc obligé, je dis bien obligé, par tous les moyens, d'aller à l'indépendance des pays africains. Parce que le président américain avait déjà mis au veto que tant qu'il ne commande pas la décolonisation, il ne sera pas membre au Conseil de sécurité. Avec le droit de veto. Donc, obligé. C'est pour ça qu'ils ont organisé tout ce que vous avez vu. Élection en 1957, 1958, tout ça. C'était c'était dans la précipitation. C'est pour ça que lorsqu'ils ont négocié, connaissant déjà qu'ils avaient déjà mis le peuple de la forêt, les Bétis, les Bafia, les Ewondo, les Manguisa, tous ces gens de la zone forestière, Kao, on a dit à Aïdjo, qui lui faisait partie du groupe des résistants, sachant bien que ils ont une religion qu'on appelle l'islam, ils vont s'agripper sur ça pour résister jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu attaquer ce côté. On a dit, ceux-ci, ils sont déjà islamisés, ça sera compliqué pour nous de les vaincre. Il faut dealer avec eux. Parce que si tu connais l'histoire, va lire l'histoire de Ousmane Danfodjo. On va t'expliquer. Or, les peuples de la zone forestière
avait déjà été traumatisé par la violence des Allemands, la violence des Français. L'Allemagne ayant déjà exilé le chef Nanga en Namibie. Donc, lorsque tu te rends compte que cette violence a fait que les peuples de la zone forestière se sont tous réfugiés à l'église. Ils avaient constaté que ceux qui avaient la vie sauve, ceux qu'on laissait, c'était ceux qui devenaient des chrétiens. Ils avaient la vie sauve parce que le colon, voyant qu'ils sont christianisés, ils sont sous la coupe de religieux. Et c'est ça que le Vatican continue de maintenir avec l'élite des prêtres camerounais. Observez les prêtres camerounais de la zone forestière ne font pas d'effort de lire les évangiles de la révolution. Les mêmes évangiles qu'on lit dans la zone forestière, c'est les mêmes évangiles qu'on a utilisés en Amérique latine pour débouter le colon. C'est les mêmes évangiles. Mais sauf qu'on a utilisé les évangiles comme une arme contre le colon. Or, les prêtres de la zone forestière continuent d'utiliser les évangiles. Tu me gifles à la joue gauche, tu montes la joue droite. Heureux les pauvres iront au ciel. Ne mangez pas ceci, donnez aux prêtres. Et c'est ça qu'il continue avec ça. L'archevêque de Douala, il s'appelle qui là? Cléda. Cléda, au nord Cameroun là-bas. Il est de l'ethnie, si c'est Massa, si c'est Mundan, quelque chose comme ça. Il n'a pas parole là-bas, hein. Il gronde à Douala. Pas parole là-bas chez lui, hein. Là-bas, chez lui, là-bas. Il n'a pas parole, hein. Mais il gronde à Douala. C'est lorsque vous ne comprenez pas cette histoire, c'est pour ça que les fonctionnaires camerounais peuvent faire tout ce qui... Je dis bien, les populations, les Bélois, on les a chassés de Bounandjo. Ils sont descendus à Bali. On revient les chasser à Bali. Mais c'est parce qu'ils sont un peuple soumis. Vous pouvez aller, je vous ai dit l'exemple de Bafoussam. Vous pouvez aller à Bafoussam, dans la famille de Lemgo, prendre le terrain là-bas, dire que vous les chassez. Attendez, ils vont préférer mourir tous. Je dis, ils vont préférer mourir tous. Ils ne pourront pas accepter. Dans ce territoire, l'État négocie. Lorsque un chef de quartier décède, ce n'est pas le sous-préfet qui choisit le chef de quartier. C'est le chef qui choisit. Je dis, c'est le chef qui choisit. Et le sous-préfet vient l'installer. Si le sous-préfet exige les élections, personne ne se présente. Il n'y aura qu'un seul candidat. Le candidat choisi par le chef. Tous les peuples à l'ouest, c'est comme ça. Quand le sous-préfet exagère, qu'il veut, non, nous voulons la démocratie, le chef encore va choisir 2 personnes.
Il dit qu'allez vous présenter comme candidat, mais vous allez voter tel. Les gens, on va vous dire, ils sont 3 candidats. Mais tout le monde vote le candidat que le chef a choisi. Même celui qui est candidat vote celui que le chef a choisi. Ils sont avec 0 voix. Le sous-préfet se rend compte que ici, là, je ne peux pas faire ce que j'ai fait à Yaoundé, à Douala, à Ibolowa, à Bétois. Il fait même sa bouche. Il est obligé de faire son rapport. Ça n'existe pas, les choses que vous voyez à Douala, Yaoundé, que je vous ai montré ici. Mais c'est parce que nous avons une élite qui a été dessouchée, je dis bien dessouchée de leurs racines. Ce n'est pas de leur faute. C'est suite à la violence vécue par leurs parents. Vous allez bien voir que dans cette zone, même s'ils font la tradition, ils ont toujours la Bible à côté. Or, nous sommes en train de voir ce monde-ci avec le bouleversement, qu'on est en train de détruire les religions. On est en train de remettre en cause les doctrines religieuses. Notamment, on a dit en France, journée mondiale, journée de soutien, journée contre l'homophobie. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible que c'est eux qui sont venus avec ça. Que ce n'est pas bon. C'est écrit noir sur blanc que être tchélé, c'est abomination. C'est eux qui ont écrit. Je dis, ce n'est pas nous qui avons écrit. C'est eux qui ont écrit. Que être tchélé, c'est abomination. C'est eux. Quand ils écrivaient ça, nous, on n'y était pas. C'est quoi ça? Laisse le poignet là. Donc, c'est eux qui ont écrit. On ne les a pas forcés. Mais on se rend compte que aujourd'hui, ils sont en train de démanteler les religions. Ils veulent avoir une religion universelle qu'eux, ils auront choisi. C'est eux qui sont en train de nous dire que ce que nous on connaît en langue bafia, nous on appelle la femme en bafia, guide. Le garçon, on appelle le garçon ban. On connaît en bafia que pour avoir une génération, il faut qu'un homme et une femme se mettent ensemble et ces enfants, cet homme et cette femme doivent au préalable prier Dieu pour avoir un garçon. Parce que lorsque le garçon va rester, il va rester dans la concession de son père. S'il y a une fille, elle va aller en mariage. Et ce garçon aussi, quand il va mourir, il va prier Dieu pour avoir un garçon. Celui-là va rester dans la concession de son père. Ainsi de suite, c'est pour ça qu'on va dire en bafia, là-bas c'est la concession de tel. Là-bas c'est la concession de tel. C'est eux qui viennent nous dire que non, c'est fini ça. Mais les peuples soumis, je dis bien les peuples soumis du Cameroun, sont en train d'adopter ça. Ils sont même contents. Or, les peuples résistants, eux, ils utilisent ça pour chercher l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est avoir l'argent. C'est tout. Moi, je dis encore une fois de plus, lorsque l'État du Cameroun va continuer à se comporter comme ça, on comprend bien que les fonctionnaires qui sont derrière cette histoire sont à la recherche d'une étincelle
qui va faire embraser le pays. C'est tout. C'est tout. Et choisissez bien où faire ça. Ils font dans la région du centre, du sud, de l'est et du littoral. Ils ne pourront jamais dire que nous allons faire de cet espace domaine d'utilité publique pour construire les maisons. Des gens qu'on a déguerpis, qu'on a pris leur terre à gauche, on crée domaine d'utilité publique à droite. Non. Maintenant, parlons de l'hôtel. J'ai entendu quelqu'un dans une petite vidéo, il va créer les emplois, il va investir, ça va créer environ quoi d'emplois là. Mes chers compatriotes, écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsque vous ne comprenez pas dans quel système nous sommes en Afrique centrale, au Cameroun, moi je préfère que les Bamileke continuent de construire les hôtels. Lorsqu'on te dit que celui-ci est venu construire l'hôtel Marriott, la première question que tu dois te poser, l'hôtel Marriott vient faire quoi au Cameroun? L'hôtel Marriott vient chercher la richesse. Écoutez-moi. La richesse qu'on produit au Cameroun, c'est quoi? Écoutez-moi, hein? Il faut comprendre l'escroquerie. On produit une richesse au Cameroun. Cacao, café, bois, EVA, banane, or, diamant, pétrole, gaz. J'ai oublié quoi? Pétrole, gaz. J'ai oublié quoi? Voilà ce qu'on produit au Cameroun. Les 9 que je viens de citer là. On peut dire qu'il y a d'autres minerais. Voilà ce qu'on produit au Cameroun. Mais là, je vais vous renvoyer la question. Il faut comprendre le système. Tout ce que je viens de citer là, qui produit ça? Ce sont les fonctionnaires. Mes chers frères, qui produit tout ce que je viens de citer? C'est les fonctionnaires. Bon. Lorsque le petit peuple du Cameroun va produire tout ça, l'hôtel Marriott va prendre ça, amener ça chez lui. Ils vont se partager avec les fonctionnaires, avec la Guinness, avec les brasseries. Ils partagent. Entre-temps, les mêmes fonctionnaires, lorsque tu ouvres une petite entreprise pour pouvoir faire de l'innovation, fabriquer quelque chose au Cameroun, les mêmes fonctionnaires, d'ici les conditions... Tu veux faire comment mon téléphone? Je vois. Non. Tu n'as rien à faire avec.
Les mêmes fonctionnaires, lorsque tu ouvres une société au Cameroun, les mêmes fonctionnaires font tout pour tuer ton entreprise dans l'œuf avec ce qu'on appelle la taxation, les impôts. Ils font tout que tu fais pour ne pas concurrencer leurs amis des multinationales. Dès que tu crées une petite société comme ça, ils sont devant toi, impôts. Vous allez remarquer que dans ces pays-ci, là, il y a ce qu'on appelle cela retour d'impôts. Ça n'existe pas dans les pays africains. Ouais, mon frère, j'ai déjà parlé de ça chez la Moneboulou. Les Bamileke n'ont pas interdit quelqu'un de construire sa part d'hôtel. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez qu'on vous explique ça. Les Bamileke n'ont pas interdit aux autres tribus de faire import-export. Ils n'ont pas interdit. Si les autres tribus n'ont pas compris le mécanisme de l'État créé par le colon pour servir les intérêts du colon, tant pis, il faut laisser les Bamileke tranquilles. Mon frère, on va parler combien de fois? Il faut laisser les Bamileke tranquilles. Mon frère, vous les laissez tranquilles. Regardez la route pour aller à Ebolova. Au village Pan, un fonctionnaire du sud est en train de construire une barrière. Tu comprends? Tu comprends? L'argent des Bamileke, au départ, on connaît d'où c'est venu. Mon frère, le problème chez nous, je vous ai déjà dit ça, je vais encore vous répéter, c'est que les gens du sud, les gens du centre, les gens de l'Est, les gens du littoral, ils croient à Jésus. Il n'y a rien qui divise les familles que la religion. Ça n'existe pas. Oui, pour aller à Samuellement, mon frère, cette barrière, quand ce fonctionnaire mourra un jour, je ne lui souhaite pas la mort, je lui souhaite qu'il vive 100 ans. Ses enfants ne pourront pas l'entretenir. Vous pensez que lorsque le gars Bassa est venu avec l'IF Imal, est-ce que ce gars Bassa a interdit aux autres tribus de comprendre ce qui est en train de se passer? Hein? Les Bamileke, ils ont eu une longueur d'avance. Ils ont juste activé. Et lorsque tu regardes les qui ont bénéficié dans l'IF Imal à 80%, c'est les Bamileke. Oui, mes chers frères. Lorsque les autres tribus sont venus se réveiller, c'est le même réseau qui a bloqué. Même réseau. Quoi? C'est parce que nous avons dit que c'est ce que le colon est venu avec ça, c'est ça qui est bon. Les fonctionnaires ont remplacé nos valeurs culturelles
ont été remplacés par les fonctionnaires. Tu pars dans un village, celui qui a le groupe électrogène, c'est le fonctionnaire. Mais lorsque toi, le petit commerçant du village, tu achètes le groupe pour ton commerce, le même fonctionnaire du village, que tu fais la concurrence avec lui. Alors que toi, tu es commerçant. Tu achètes le groupe pour ton commerce, ce fonctionnaire qui a le groupe au village seul, et qui ne donne la lumière à personne, est jaloux de toi. Pourquoi tu as pris le groupe? C'est pour ça que moi je parle tous les jours. Je dis, nos parents n'ont pas compris le système. Mais nous, on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas compris le système. On n'a pas ce droit. Le système, je l'explique ici là depuis 2018. Lorsque tu regardes, c'est aujourd'hui que les gens sont en train de se rendre compte. Le décret que vous voyez là, où on dit les enseignants ne seront plus intégrés directement. Il va falloir faire le concours d'intégration. Ok. Le concours d'intégration qu'on va faire. J'ai entendu, je voyais comment les gens disaient, oui, ça va faire en sorte que on va respecter les quotas, on va faire ceci, on va faire cela. Hé, mon cher frère, écoute-moi. Qu'on fasse le concours ou pas, ils ont lâché l'IEF-IMAL parce qu'ils avaient peur de leur position dans l'administration. C'est tout. Bosco, tu comprends quoi? Ils avaient peur de perdre leur position dans l'administration. La preuve en est. Notre grand frère qui soutenait Aimé Pafessim, qui était à la SNH. On l'a fait avancer très vite. Très vite. Très vite. Mais c'est parce que nous, on n'a pas compris le système. Un jour, vous allez comprendre le système, mais il se fera trop tard. Jules Monouboulou, l'éducation ne sera jamais du ressort des régions. Je t'explique. Écoute-moi, mon frère. Il y a ce qu'on appelle au Cameroun la loi sur la décentralisation, qui n'est qu'un papier, qui n'est qu'un ramassis d'écrits. La réalité, c'est ce que je te dis là. Est-ce que les fonctionnaires ont transféré les 15% qu'ils ont écrit que les régions auront 15% du budget national camerounais? Alphonse Lebrun, le ministre est quoi? Le ministre est quoi? Le ministre, il est de la zone forestière, non? Est-ce qu'il ne connaît pas? Il connaît. Il sait. Il n'y a aucune banque au Cameroun qui peut donner à un enfant de la zone forestière 200 millions d'aller investir. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune banque au Cameroun qui peut donner à un enfant de la zone forestière 200 millions, va investir.
Je t'accompagne dans ton projet, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si les enfants de la zone forestière attendent que les autres vont créer leur banque pour que eux aillent prêter de l'argent là-bas, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pour ça que je dis tous les jours, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Ne dites pas que vous ne connaissez pas comment ça marche. Je prends mon temps, ça fait 4 ans qu'on m'explique ce système. On explique. Mais ils sont toujours dans l'individualité. Ils pensent qu'ils vont réussir seuls. Mon cher ami, tu vas réussir seul. Le jour où tu mourras, ces choses tombent. C'est ça la vérité. Tes cousins, tes frères du même vent vont commencer à s'entretuer pour ça. Le père Sopo Priso est mort. Tout est tombé. Je ne parle pas. Le père Kaji est mort. UCB continue de marcher. Si ça appartenait à un Douala, à un Ewondo, à un Boulou, à un Bafia, fermé. Je parle sur la base des faits. Ndongo et Somba a vu le danger. Il a dit, je préfère que mes enfants restent manger ce qu'on va leur donner. Il a vendu le groupe Ndongo et Somba. Tebela. Vous croyez que si l'Imal appartenait à un gars bamileke, ça allait fermer? Mbana Lobaye, bamileke. Les gars qui voient 10, 30, 40 enfants, ça n'allait jamais. Au contraire, ils pouvaient même menacer l'État si l'État s'amusait. Pour ne pas légaliser leur affaire. Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Voilà. Tu as pris un très bel exemple. Buka Voyage. Allons-y donc. On parle de Buka Voyage. C'est toi qui as amené Buka Voyage. Maintenant, écoute donc ce qu'il va te dire. Écoute ce qu'il va te dire. Comme tu as mis Buka Voyage sur la table. Est-ce que le propriétaire de Buka Voyage, c'est M. Essama, c'est M. Essam, sa femme a vendu à notre grand frère qui est en prison. Donc, fais donc maintenant la comparaison entre Buka Voyage et UCB. Ils ont vendu. Ah, mon frère, toi tu n'es pas au courant. Elle a vendu. Mais sauf qu'elle a tout vendu à quelqu'un du Sud. Mais elle a vendu. Ah oui. C'est la vérité. Ce qui nous tue, et ce qui va continuer de nous tuer, nous pensons que l'État du Cameroun restera là pour arbitrer. Mon frère te dit, je ne veux pas juste entrer pour donner avec les détails. Écoute ce que je t'ai dit. Vendu à quelqu'un du Sud. Je dis bien vendu.
voyez que vous ne connaissez pas le pays là. Observez le jeune Etundi de Finex Voyage. Lorsqu'il y a un jeune, observez, hein, lorsqu'il y a un jeune de la zone forestière qui veut s'émanciper un peu dans les affaires, on coupe la tête. Il y a des gens ici parmi nous. Quand je parle, mais oui, mon frère, tu peux être en poste, mais je suis en train de donner l'information. C'est une entreprise SA, non? Va voir les archivistes. Ouais, mon frère, il ne faut pas tout rentrer dans les détails. Il ne faut pas tout rentrer dans les détails. Comprends ça? Ils sont plus actionnaires majoritaires. Comprends ce que je te dis? Je te dis la vérité. Je dis qu'ils sont plus actionnaires majoritaires. Il ne faut pas juste parler parce que ce sont nos frères. Il ne faut pas mettre ça dehors, trop parler. Ils sont plus actionnaires majoritaires. Comprends ça comme ça? C'est ça que Ndongo Somba a anticipé. C'est ça que Ndongo Somba a anticipé. Il a préféré vendre à Ket Fosso. Parce qu'il se dit que s'il n'est plus là, ses enfants vont, se faire la guerre et la femme va mourir. C'est ça. Parce que lorsque moi je dis aux gens, voici ce que nous devons faire. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes? Le projet que nous sommes en train de faire au Cameroun. Les gens pensent que ce qu'on est en train de faire, quand quelqu'un m'appelle, il me pose une question, je lui pose la question de savoir, tu es sérieux? Il me dit, oui, je suis peut-être, je comprends pas, explique-moi bien. Je dis, parfois je suis souvent fatigué. Donc, toi, le cacao pousse après 1 an. Je suis resté comme ça. Je dis que retiens qu'il y a plusieurs variétés. Il y a telle variété, 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 il y a 4 variétés. Il y a la variété qui donne 4 ans, la variété qui donne 2 ans, il y a la variété qui donne 1 an, 8 mois. Actuellement, ils sont en train de travailler sur la variété qui doit donner en 12 mois. Je continue de dire et de me répéter. L'État, avec la situation géopolitique mondiale, avec le déplacement des puissances, les frontières en Afrique vont bouger. Ceux des présidents africains qui n'auront pas bien managé leur pays, vous allez voir ceux qui resteront en vie d'ici 2050. Vous allez voir les pays en Afrique qui étaient gros comme ça, avec des territoires larges comme ça, vont devenir avec les pays, territoires comme ça. Vous allez voir. Ceux qui resteront en vie vont comprendre ce que je dis. Parce qu'à l'international,
Je vais vous lire l'origine. Parce que les gens se disent que on a dégradé l'école. On a dégradé l'école. On a dégradé l'école. Je vais vous lire le protocole de Lisbonne sur l'éducation. Tout le monde se plaint, non? Vraiment de Dieu, l'éducation a été dégradée. L'éducation, mais je vais vous lire le protocole de Lisbonne sur l'éducation. Écoutez-moi. Ceux qui ont créé les États décident comment, qui, quel est le pays que nous devons pousser? Quel est le pays qui est pour nous géopolitique? Quel est le pays que nous doit utiliser pour renverser tel pays? Voilà comment ça fonctionne. Lorsqu'ils décident quelle orientation donner à l'éducation, vous croyez qu'on va vous afficher ça? Non. Ça passe par les ordres initiatiques. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, le Temple solaire, l'Église catholique, c'est là-bas où ça passe. Maintenant, on grève donc, les fonctionnaires ont donc le rôle. C'est pour ça que le fonctionnaire est toujours lié aux ordres initiatiques. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour recevoir les ordres des gens qui ont créé les États. Vous entendez le président Biassi ratifier tel accord de partenariat machin, pour l'éducation. Raoult, l'UNESCO a fait que tout ça là, c'est parti de c'est de ça que les questions. Dès que l'ordre va passer à l'UNESCO, ça rentre au niveau des ordres initiatiques. On dit c'est l'UNESCO. C'est toi qui as créé l'UNESCO. Toi qui as créé. Bah, ce n'est pas toi. Bonne soirée à tout le monde. On se prend demain. La flexibilité, c'est quoi au juste? C'est des semaines de 40 heures ou de 4 heures. C'est gagner de l'argent maintenant, épargner pour l'avenir et travailler. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as